harcèlement. Bienvenue dans cet épisode où nous avons le plaisir de rencontrer Monsieur Thévenin Olivier. Bonjour. Bonjour. Nous allons partager ce qu'il y a entre la psychologie et le harcèlement scolaire. Alors, comment peut-on reconnaître les signes de stress post-traumatique chez un enfant ou un adolescent victime de harcèlement? Alors il y a différents signes effectivement qui peuvent aider à reconnaître les signes de stress post-traumatique. Déjà, il faut bien avoir en tête que quand on parle de stress post-traumatique, généralement on va parler des effets et de ce que ça va générer après le harcèlement. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui, plusieurs mois ou plusieurs années après avoir été harcelées, ont toujours des effets de ce qui s'est passé et de ce qu'elles ont vécu. Alors là, les effets peuvent être multiples, mais dans le stress post-traumatique, on peut avoir des personnes qui vont des fois souffrir de ce qu'on pourrait appeler d'anxiété sociale, ou en tout cas de difficulté à aller vers l'autre, à aller vers les autres. Parfois une forme de manque de confiance en elles-mêmes. Mais souvent, quand on va parler de stress post-traumatique, il va y avoir des effets qui vont être très spécifiques, comme cette impression parfois de revivre des scènes ou des instants et des moments. Vous savez, certaines personnes comme ça, des fois, vont avoir l'impression que elles sont en danger immédiat. Donc elles vont ressentir émotionnellement quelque chose d'extrêmement fort, alors que là, il ne se passe absolument rien à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment des sortes un peu de reviviscences comme ça qui peuvent apparaître. Certaines personnes peuvent avoir des troubles du sommeil, évidemment, ça c'est quelque chose qui est très fréquent. Des cauchemars qui peuvent apparaître la nuit, et même si effectivement, à ce moment-là, en fait, tout va bien dans leur vie. Et c'est ça qui peut être très particulier pour les personnes, c'est que 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans après, elles peuvent être encore en train de vivre certaines choses. Il y a d'autres effets qu'on peut observer parfois. Vous savez, des fois, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile, de douloureux. Si elle se retrouve dans un contexte, dans une atmosphère dans laquelle ça ressemble, ou en tout cas son cerveau se dit tiens, ça ressemble à ce que j'ai vécu à une époque, elle peut avoir des effets. Vous voyez, il peut y avoir des émotions qui apparaissent à ce moment-là, comme si elle devait se protéger. Ou se retrouver face à quelqu'un, peut-être qui peut ressembler à l'auteur de l'époque, et là, ça va complètement bloquer la personne. Avec cette difficulté à être en possession de ses moyens, en quelque sorte, de pouvoir s'exprimer comme elle voudrait, ou voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut observer quand, par exemple, là, dans cette thématique du harcèlement, quand le harcèlement n'a pas été euh, travaillé, ou ça s'est, entre guillemets, pas terminé comme il aurait fallu, et ben effectivement, on peut avoir des effets qui sont encore très, très, très présents, même des années et des années après. Maintenant, il y a aussi la question du pendant. Et pendant le harcèlement, il y a plein de signes, là aussi, qu'on peut observer chez quelqu'un qui est harcelé. Euh, la difficulté à aller vers l'autre, là, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez pas mal d'enfants. Et c'est pour ça que des fois, on peut avoir des discours de parents qui peuvent nous dire, bah tiens, mon enfant, c'était quelqu'un de très jovial, qui allait vers les autres, qui était souriant, qui n'avait pas de problème relationnel. Et puis là, on ne le reconnaît plus. Il a une grande difficulté, il s'exprime plus, on ne sait plus trop ce qu'il vit, ce qu'il ressent, on ne sait pas trop. On peut avoir des enfants, des fois, des ados qui vont se retrouver avec un grand manque de confiance en eux, une grande difficulté à se dire qu'ils sont capables d'eux, qu'ils sont suffisamment compétents. Ça, c'est quelque chose qui est assez marqué et qu'on va retrouver assez fréquemment dans les consultations en cabinet. Euh, Par là, c'est souvent cette impression, en tout cas, qu'on n'ait pas suffisamment de compétences pour gérer la situation difficile. Et ça, d'ailleurs, c'est un des points qui sera à travailler très souvent, c'est d'amener l'enfant, l'adolescent, à repercevoir qu'il est capable de gérer des situations même complexes. On peut avoir d'autres personnes, d'autres enfants qui, des fois, vont être plus sur une forme d'état dépressif. Donc en gros, là, il n'y a rien qui va, ça va pas, et c'est une grande tristesse qui est très présente, avec une difficulté à vouloir faire des choses. Il y a un manque d'envie et de désir qui s'accompagne souvent de ces états un peu dépressifs. Et là aussi, on peut avoir des ados, des fois, qui avaient pourtant plein de centres d'intérêt, mais là, il n'y a plus grand-chose qui les anime, qui les motive. Et comme si tout perdait un peu de saveur, quoi, à ce moment-là.
Et ça, c'est vraiment, ça fait partie des signes qui doivent vraiment alerter, en tout cas, l'entourage. Voilà. On a d'autres signes hein, qui peuvent apparaître, comme des difficultés de concentration. Parce que le harcèlement, et notamment quand on est harcelé, ça va prendre tellement d'énergie mentale, tellement d'espace pour survivre face à ce qu'on est en train de vivre, que finalement, peut-être que dans un sens, on manque un peu d'énergie pour gérer le reste. Et que tout devient complexe. Et que là où avant, on avait la capacité de pouvoir se concentrer sur une tâche pendant peut-être, je sais pas, 40-45 minutes, et ben là, passer les 10 minutes, ça devient laborieux en fait. Et même des fois sur des thématiques ou des sujets, des activités qui pourtant à l'époque pouvaient apporter du plaisir, et voilà. Mais là, ça devient plus complexe. Donc on s'entend, c'est sûr que forcément à ce moment-là, même des cours ou apprendre ou se concentrer en classe, si en plus il y a les harceleurs à côté, alors là ça devient d'une complexité remarquable, quoi. Mm. Tout à l'heure, j'évoquais dans le stress post-traumatique les difficultés liées au sommeil. Pour un enfant qui est harcelé, là aussi, les difficultés liées au sommeil peuvent être archi présentes. Alors là, sous différentes formes, hein. Des fois, on peut avoir des enfants qui vont avoir un mal fou à s'endormir. Parce qu'en fait, ils sont tellement mal de ce qui s'est passé dans la journée, ou tellement en stress de ce qui pourrait arriver le lendemain, que le sommeil vient très difficilement. Parfois, c'est l'inverse. On a des enfants qui vont s'endormir très vite, mais qui vont se réveiller très vite aussi. Et en gros, dès qu'ils ont dormi 3-4 heures, et que le cerveau, en quelque sorte, qu'ils ont récupéré un petit peu d'énergie, ils sont en alerte. Et là, ils se réveillent à 2-3 heures du matin avec une incapacité totale à se rendormir. Ou alors, ils vont se rendormir 1 heure avant que le réveil sonne, mais du coup, ça fait qu'ils sont épuisés en se réveillant le matin. Et que du coup, ils vont arriver à l'école avec encore moins d'énergie. Et là, ça devient aussi un cercle vicieux, hein. Parce que moins ils ont d'énergie, moins ils ont de ressources pour se défendre ou avoir la posture qu'ils pourraient avoir. Et voilà. Justement, quelles approches thérapeutiques sont les plus efficaces pour les victimes du harcèlement? Là aussi, ça dépend du timing et de la temporalité. Est-ce que c'est pendant le harcèlement ou est-ce que c'est après le harcèlement? Les approches seront... Enfin, en tout cas, on ne va pas travailler exactement de la même manière. Pendant le harcèlement, dans lesquels effectivement j'évoquais plein de possibilités de symptômes. Il y a aussi l'irritabilité, le repli sur soi, des choses comme ça. Mais en tout cas, pendant le harcèlement, ce qui va être souvent extrêmement important, ça va être d'amener l'enfant à percevoir qu'il est compétent. Donc souvent, il va falloir des approches dans lesquelles non seulement l'enfant peut s'exprimer sur ce qu'il vit, parce qu'il y a souvent, et c'est bien légitime, ce besoin de raconter l'injustice qui est vécue, ou en tout cas les souffrances qui sont vécues. Mais il y a énormément le besoin aussi d'avoir des outils concrets pour pouvoir agir et se positionner différemment. Hein, ça, c'est un des points qui est très fréquent chez les enfants qui sont harcelés. C'est l'impression qu'ils sont totalement démunis dans cette situation-là. Donc notre travail, ça va être de leur apporter des outils concrets, des techniques, des stratégies pour se positionner différemment face aux harceleurs. Et donc on va avoir des approches comme les TCC qui peuvent être intéressantes, c'est ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales. Il peut y avoir des approches comme l'hypnose qui peuvent être vraiment chouettes, parce que là, pour le coup, l'hypnose, on va vraiment travailler la sphère émotionnelle et puis la projection dans une autre manière de fonctionner. C'est un bon moyen aussi de se reconnecter à ses propres ressources. Comme je disais tout à l'heure, un des effets du harcèlement, c'est la perte un peu de la croyance en soi. Et du coup, dans la croyance aussi dans ses propres ressources pour gérer la situation. Donc ces outils comme l'hypnose vont avoir vraiment cet effet-là de reconnecter le sujet, l'enfant, à ses capacités en fait, à agir. Parfois ce sont aussi des rencontres. On peut avoir des ados qui vont rencontrer un adulte, un éducateur, ou quelqu'un à l'école qui va les conseiller, qui va leur dire aussi là, comment faire. En tout cas, je suis vraiment convaincu que dans les approches,
Il y a besoin de s'exprimer, il y a besoin de parler sur ce qui est vécu, mais il y a aussi et surtout besoin d'avoir des outils pratiques pour savoir comment modifier sa posture et savoir comment agir. Ça, c'est vraiment important. Alors, quels sont les premiers pas pour une victime du harcèlement et qui souhaite entamer un processus de thérapie? Alors, dans le processus de thérapie, effectivement, un peu comme je disais tout à l'heure, c'est aussi en fonction du moment où ça arrive. Si ça vient après le harcèlement, là on ira peut-être plus déjà pour rejoindre, enfin continuer un petit peu la question de tout à l'heure, mais sur des outils comme le MDR qui seront très, très indiqués pour travailler cette question du traumatisme. Voilà, ça c'est vraiment important. En tout cas pour un enfant, généralement la première chose à faire déjà c'est d'en parler et d'en parler que ce soit aux surveillants ou dans l'idéal à ses parents, mais en tout cas de ne pas rester tout seul dans cette situation-là. Et ça, bah, des fois, ça fait partie des choses les plus difficiles. Il y a beaucoup d'enfants qui, en fait, ce premier pas de nommer ce qu'ils sont en train de vivre, c'est presque ce qu'il y a de plus complexe. Et en même temps, bah, ça va être ça leur porte de sortie. C'est qu'à un moment donné, il va falloir en parler à des adultes qui vont pouvoir, eux, les orienter, les aider pour trouver des personnes ressources. Hein, que ce soit des thérapeutes, que ce soit d'autres personnes en tout cas, mais c'est vraiment extrêmement important, le premier point de pouvoir en parler. Alors effectivement, bah, des fois, on a des enfants qui vont nous dire bah ouais, mais moi je peux pas en parler avec mes parents, c'est pas possible. Parce que mes parents sont pas suffisamment à l'écoute, ou ils y croient pas, ou ils disent ah mais c'est pas grave, ou voilà ce genre de choses. Alors dans ce cas-là, il y a d'autres associations en tout cas hein, qui peuvent permettre d'accueillir, de recevoir cette détresse-là. Et voilà. Donc en tout cas, le premier pas, ça va être d'en parler, et puis ensuite de rencontrer quelqu'un, un thérapeute en tout cas, qui va pouvoir l'aider à construire des solutions. Et ça va être un point qui est extrêmement important, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour percevoir que, bah, en fait, on n'est pas démuni, qu'il y a des ressources et qu'il y a des possibilités de changement et d'évolution. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir conscience que on n'est pas coincé dans le harcèlement et que c'est pas à vie et c'est pas vrai et qu'à un moment donné, ça va s'arrêter ce truc-là et que pour que ça s'arrête, bah, il y a des choses qui vont devoir changer. Et ça, c'est souvent ce qui va pouvoir être construit en accompagnement en tout cas. Tout à fait. Comment une victime peut travailler sa confiance en soi et son estime de soi? Alors, une fois que cette personne qui est victime de harcèlement ou qui a été victime de harcèlement et a pu commencer à nommer les choses et puis en parler, bah, l'idée déjà c'est de trouver un thérapeute, une personne avec qui on se sent en confiance. Il y a plein de thérapeutes partout. Je pense que ce qui est important, c'est déjà trouver la bonne personne, avec cette personne avec qui on se sent à l'aise pour pouvoir communiquer et trouver une personne qui va aussi pouvoir apporter des outils concrets et de l'aide. Aller voir un thérapeute avec qui on ne se sent pas complètement à l'aise, je pense qu'il faut déjà arrêter le suivi tout de suite, ça ne sert à rien. Il faut aller voir quelqu'un avec qui on se sent en confiance. C'est vraiment extrêmement important. Ensuite, quand on parle de confiance en soi, on parle aussi dans un sens du sentiment de compétence que j'évoquais tout à l'heure. Et ça, c'est un des points qu'on va travailler généralement en thérapie. C'est d'amener les personnes à percevoir qu'elles sont en capacité qu'elles sont capables de s'opposer, qu'elles sont capables de communiquer autrement, qu'elles sont capables de vivre une relation d'une autre manière et qu'elles ne sont pas coincées, entre guillemets, dans un seul mode de fonctionnement. En fait, il y en a plein d'autres. Et c'est des choses qu'elles vont pouvoir expérimenter. Souvent, quand on travaille la confiance en soi et l'estime de soi, qui ne sont pas exactement la même chose, mais l'idée, elle va être d'amener les gens à faire de nouvelles expériences. Parfois, on va se dire que notre cerveau apprend aussi par l'expérience. Hein, c'est en faisant des nouvelles expériences qu'on apprend. Bah, ça va être intéressant d'amener les personnes, les enfants qui sont victimes de harcèlement, à faire de nouvelles expériences, à s'apercevoir que elles ont cette capacité à pouvoir agir autrement. Et c'est souvent une des mécaniques
qui va amener à renforcer la confiance en soi. Et de percevoir qu'en fait, tiens, finalement, si je fais ça, il se passe tel truc. Si j'agis comme ça, il y a telle réaction en face. Si je dis tel mot, l'autre réagit de telle manière. Et souvent, quand les enfants perçoivent qu'ils arrivent à avoir des effets comme ça, même auprès de leurs proches, de leur entourage, ça va participer de la confiance en soi. Donc c'est souvent un des points extrêmement importants. Donc c'est la capacité d'agir, c'est les ressources, et puis c'est aussi l'état mental. Hein, travailler la confiance en soi, c'est aussi modifier petit à petit la vision que l'on peut avoir de soi-même. C'est la vision aussi qu'on peut avoir de l'autre en face. On peut se dire des fois que c'est aussi ce qu'on se raconte, ce qu'on est en train de vivre, qui fait qu'on vit les choses de telle ou telle manière. Et donc, parfois peut-être que notre lecture de la situation, c'est pas toujours la bonne. Et si on perçoit la situation d'une autre manière, de fait, notre comportement va pas être exactement le même. Donc ça fait partie des points qui seront intéressants à travailler justement pour développer la confiance en soi, l'estime de soi. Ça va être aussi d'amener à avoir d'autres dialogues internes. Et de percevoir que si on se raconte les choses autrement, forcément notre posture elle est plus exactement la même. Et ça c'est un des points qui est souvent très intéressant. Parfois en accompagnement, moi ça m'arrive d'être presque sur ce qu'on pourrait faire avec des sportifs de haut niveau. C'est presque du coaching mental, c'est de la prépa mentale. Et d'apprendre des techniques de préparation mentale aux enfants, j'adore faire ça. Et souvent ça marche merveilleusement bien parce que ça amène vraiment à se conditionner autrement par rapport à ce qui vient. Hein, on pourrait se dire par exemple, je sais pas, moi un sportif de haut niveau, si il se réveille un matin et puis qu'il se dit tiens aujourd'hui il fait un temps pourri, je me suis brouillé avec mes proches, je suis de mauvais poil et je vais faire un match nul, c'est quand même peu probable qu'il fasse le match du siècle. Si par contre cette personne-là se dit je suis de mauvais poil, il fait un temps pourri, je me suis brouillé avec mes proches, mais je pense que je vais être capable de puiser dans mes ressources pour donner du mieux possible, ce sera certainement déjà pas du tout le même effet. Donc parfois on va amener les enfants, les adolescents à apprendre des outils, des techniques de gestion du mental, de gestion des émotions, là aussi pour affronter les situations d'une autre manière. Et ça c'est des choses qui souvent sont très intéressantes à faire. Et justement, au niveau des victimes, s'ils se sentent en sécurité, est-ce que ça peut changer aussi au niveau de leur vision, de se dire, si je suis en sécurité, c'est que je peux faire confiance et peut-être que là, je peux me libérer et être mieux. Ouais, c'est sûr que le sentiment de sécurité, il est extrêmement important. Et maintenant, c'est de quelle sécurité on parle? Parce qu'effectivement, il y a la sécurité dans ce qu'ils sont en train de vivre, dans leur environnement. Et puis, il y a aussi la sécurité interne. Et ça, ce sont deux choses différentes, parce que c'est possible d'être en sécurité avec soi-même, et ça, c'est un des premiers trucs qu'on va aller travailler. Maintenant, est-ce qu'ils sont réellement en sécurité s'ils sont à l'école et qu'il y a 5 personnes autour d'eux en train de les humilier? Ils ne vont pas se sentir en sécurité à ce moment-là, c'est pas vrai. Donc maintenant, ça va être de trouver à ce moment-là la stratégie pour pouvoir se sortir de cette situation-là. Et du coup, effectivement, de pouvoir le faire avec cette sécurité interne. En disant, tiens, moi, j'ai peut-être des ressources, je sais parler autrement. Je sais amener maintenant les gens je sais désamorcer une situation. Je sais que je vais être capable de me dépatouiller de cette situation-là. Et au pire du pire, s'il me touche, je sais exactement ce qui va se passer et je ne vais pas garder ça pour moi. Et ça participera effectivement de ce sentiment de sécurité. Ouais. Très bien. Quelles sont les ressources ou initiatives existantes? Des groupes de soutien, des professeurs? Ouais, effectivement, déjà les ressources pour les victimes, dans un premier temps, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'en parler avec le proviseur, les professeurs, en tout cas le personnel de l'école, et puis ses parents, c'est généralement les premières choses à faire. Parce que l'école peut avertir les parents, et puis les parents vont pouvoir prendre rendez-vous avec un professionnel pour aider l'enfant. C'est quand même rarement l'enfant
qui vient demander une consultation en thérapie. Ça vient généralement des parents. Donc effectivement, les parents ont souvent un rôle extrêmement important là-dedans. Donc la première chose, c'est de percevoir ses parents, sa famille comme une ressource. Et voilà. Parfois, ça va être d'autres copains de l'école qui, eux aussi, vont dire « Ah bah tiens, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. » Et c'est important. Il y a des associations, il y a Acteurs de ton avenir, des assos qui sont importantes de pouvoir contacter, qui eux aussi vont savoir comment aider et peut-être des fois donner des contacts. Et voilà. Et ça va être important parce que généralement, à ce moment-là, ça permet de percevoir qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a des personnes qui peuvent nous aider et c'est extrêmement important. Alors il y a des professionnels, comme on disait, je pense des thérapeutes familiaux, certains psychologues qui peut-être auront une orientation vraiment sur quelque chose de l'ordre du changement de comportement. Des techniques comme l'hypnose sont super intéressantes. Le MDR pour travailler le côté vraiment trauma qui peut être présent. Tout ça, ce sont des ressources intéressantes. Il y a des numéros de téléphone, le 3018 qui peut être fait évidemment, et ça faut pas hésiter. Parce que parfois si on a l'impression qu'on est coincé et que personne autour de nous ne peut nous aider, même pas nos parents, et dans ce cas un coup de téléphone à ce niveau-là, ça peut être vraiment, vraiment très intéressant. S'il y a de la violence physique aussi, si à un moment donné le harcèlement dégénère complètement, là parfois c'est un dépôt de plainte, et il faut aussi une aide et une justice à ce moment-là. C'est là où parfois il y a plusieurs manières d'appréhender le harcèlement. Certaines personnes disent effectivement il faut que les réponses viennent de l'institution ou de la justice. Donc ça va être à l'école de poser une sanction. Et puis il y a d'autres approches parfois où on va se dire en fait non, il faut que ça vienne surtout de l'enfant, il faut qu'il apprenne à se débrouiller, à devenir autonome face au harcèlement. Moi j'aurais tendance à croire qu'en fait il faut un peu les deux. Parce que il faut effectivement devenir autonome et puis apprendre à se défaire de certaines situations complexes et apprendre à mieux gérer les situations, apprendre à communiquer, apprendre à retourner une situation à son avantage, des fois à mettre de l'humour, à désamorcer le harceleur pour que des fois c'est lui qui va se sentir complètement coincé et qui finalement il va perdre tout intérêt à harceler. C'est ça souvent qui va être intéressant. Mais il me semble aussi, quand on a été victime, qu'il y ait une justice qui vienne, c'est aussi important. Et que la justice, on ne peut pas toujours se la faire soi-même tout seul. C'est important et c'est déjà hyper utile. Mais moi, j'ai accompagné beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont réussi à se dépatouiller d'une situation complexe et qui en même temps se disaient mais personne n'a jamais rien fait pour moi, c'est pas normal, c'est pas juste. Et je trouve que c'est important qu'il y ait aussi une réponse de la société, que ce soit de l'école ou que ce soit de la justice, si des fois ça dégénère vraiment le harcèlement. Mais voilà, je pense que c'est important. Dans les ressources qui sont existantes aussi, on va avoir parfois des livres ou des petites BD qui peuvent être intéressantes et qui vont donner des trucs et astuces pour pouvoir apprendre à communiquer, apprendre à répondre. S'il y en a un qui me dit, tiens, t'es gros, t'es moche, t'es pas intelligent, t'es stupide, de toute façon regarde comment t'es bête, et puis machin, de savoir comment réagir par rapport à ça. Souvent on s'entend qu'un harceleur, il va continuer d'harceler tant qu'il voit que ça marche. Le jour où il s'aperçoit qu'en fait ça n'a absolument aucun effet, en fait il va être obligé d'arrêter. Parce que c'est lui qui va paraître stupide de continuer de harceler avec quelqu'un en fait qui ne réagit pas au harcèlement. Donc il y a quelques bouquins comme ça qui sont chouettes. Il y a un livre d'Emmanuel Picam qui est chouette, c'est Je me défends du harcèlement, ou Face au harcèlement de Philippe Haïm qui est intéressant aussi, qui donne plein de petits trucs et astuces sur comment se défendre et puis comment réagir dans telle ou telle situation. Donc ça, ce sont des livres qui sont vraiment accessibles. Je pense même que ça devrait être présent dans toutes les écoles de France, ce genre de bouquin-là. Et ce serait vraiment nécessaire. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Alors, vous savez désormais, grâce à Monsieur Thévenin, comment reconnaître les signes de l'harcèlement scolaire et pour les jeunes. Monsieur Thévenin a également détaillé les ressources et initiatives qu'il connaît et qu'il recommande. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.
À bientôt pour un nouvel épisode.